Alors oui, donc déjà présenté mon épouse, qui est à côté, qui n'a pas du tout les mêmes passions que moi, et pourtant on est passionnés tous les deux. Donc c'est une histoire qu'on fait durer depuis quelques temps, qu'on va encore faire durer 2 ou 3 décennies, j'espère. Et donc après on verra. Mais donc on a 2 passions différentes, donc je commence par elle quand même. C'est les roses anciennes, et donc c'est pas de ça dont je vais parler, puisque je hais les rosiers. Et j'aime l'osier qui n'a qu'un air de différence entre les deux. Voilà. Donc je vais vous parler des saules, et je fais tout de suite l'ARTA parce que je ne suis pas forcément un très bon commercial, mon épouse l'est mieux. Donc là, vous avez tout le condensé de ce que je vais vous dire là, un petit peu plus large. Et donc voilà, bref. Donc vous parlez des saules. Alors c'est un PowerPoint qui est un petit peu vieux, où du coup ça nous rajeunit un petit peu, et qui a été présenté pour un colloque qui était assez voisin, c'était sur le rôle des collections. Alors plutôt dans l'aspect pédagogique, à vrai dire. Donc ça ne change pas grand-chose, c'est à quoi ça sert une collection, et c'est vrai qu'on se pose tous la question à quoi ça sert. Surtout, plus on se rapproche de la botanique, plus on se dit que notre métier d'horticulteur est à côté de la plaque. Mais je pense que pour les botanistes, ça doit être à peu près la même chose. Plus ils font de la botanique, plus ils doivent se poser la question, mais à quoi ça sert ce que je fais si personne n'est au courant? Donc globalement, je suis à cheval sur 2 montures. Déjà donc avec encore une fois une dame qui est sur les rosiers, et donc c'est une multiple passion que j'ai, donc avec des collections CCVS dont je ne fais plus forcément partie, en tout cas au niveau financier, mais au niveau du cœur, je l'ai déjà prouvé plusieurs fois, puisque je suis président de la SAJA, la Société des amateurs jardin alpin, et je pense aussi qu'avec JBF, avec la SAJA, et avec tout ce monde-là, on peut arriver à faire quelque chose, et c'est ensemble qu'on peut y arriver. Donc je suis quand même plutôt pour le CCVS, et donc on réglera nos problèmes toujours en allant, même les problèmes financiers s'il le faut. Voilà, donc ça c'est pour dire ça. Donc voilà, en gros, à quoi ça sert, et peut-être une petite question, ou plutôt 5 questions que je vais vous reposer à la fin. Du coup, vous êtes obligés de tous vous réveiller un petit peu, parce que vous ne sortirez pas de la salle si je n'ai pas les 5 réponses. 5 questions pour stimuler votre curiosité. À quoi ne sert pas le saule, l'une de ses variétés? Il y a un verbe, qui va avec d'ailleurs un peu d'autres choses, mais un verbe qui ne marche pas. Donc je vous laisse le découvrir, et en même temps vous allez m'écouter, donc vous allez devoir travailler avec comme dans nos processeurs, avec deux choses de chaque côté. Donc lisez, je vous pose les autres questions. La deuxième, ça sera plus facile, parce que là, on est quand même, je suis sur des horticulteurs botanistes ou des jardiniers botanistes. Alors moi, j'aime beaucoup le terme jardinier botaniste, qui me va bien et qui nous va, je pense, tous un petit peu. Donc le jardinier botaniste est censé savoir ce que c'est que la sexualité florale du saule, ou en quoi ça concerne, qu'est-ce qui est un petit peu hors norme. Bon, je vous mets un peu sur la piste, hein, le kiwi fait à peu près la même chose. D'où vient le saule pleureur? Ça, c'est un petit peu plus difficile. Il faut avoir fait, mais Hommes et Plantes est très fort là-dessus, sur l'histoire des plantes, l'histoire de ces plantes qui ont migré, qui nous viennent souvent de l'Est. Et là, je vous mets aussi un petit peu sur la piste, ça ne vient pas forcément d'Angleterre. Enfin, vous allez voir la réponse. Quel chef d'État français est-il particulièrement inspiré? Vous verrez, ou vous saurez, vous le savez peut-être. Ou quel grand écrivain philosophe qui n'est pas tout à fait français, à vrai dire. Enfin bref, j'en dis pas plus. Et puis, quel est le plus petit arbre du monde? Ça, vous devez penser que vous avez la réponse, puisque comme je parle du saule, ça va être un saule, donc vous avez au moins le point 5. Bon, donc alors voilà, il y a un petit chapitre, comme ça on va parler de l'histoire des saules, donc de l'osériculture. Alors pourquoi de l'osériculture? Je suis champenois, mais je suis du Grand Est, donc je suis chez moi ici, comme les Alsaciens, qui ne sont pas toujours très au courant, qui font partie de ma région. Mais là, on est entre Lorrain, donc ça va. Je pense qu'il y a quand même Frédéric qui est un petit peu alsacien, mais il doit être aussi du Grand Est comme moi. Donc l'osier et la tradition de l'osier est quelque chose de très champenois, avec, qu'est-ce qui peut me dire d'ailleurs où se trouve l'école nationale de vannerie? Oh bah si. Voilà, donc il y a plein de gens du Grand Est, et donc c'est en Haute-Marne, c'est en Champagne, c'est vrai que c'est plus près de Dijon que de Châlons ou de Reims, donc presque bourguignon, mais donc c'est là qu'on forme les vanniers. Et donc la tradition de l'osériculture est quand même champenoise, avec, on le verra tout à l'heure, 2 gros départements. Tout s'est brisé à la guerre 14-18, vous le savez tous. Il s'est passé un certain nombre de choses sous lesquelles on est encore. On n'a encore pas digéré la guerre 14-18. Les Américains d'ailleurs le pensent aussi, et tout un certain nombre de choses. Plus près? Plus court? Oui, d'accord. D'accord. Donc plus court. Bon,
Et donc en gros, ben, la tradition de l'osier était en Haute-Marne très importante, puisqu'il y avait une tradition plutôt de qualité, et la quantité était plutôt faite dans les Ardennes. C'était le plus gros producteur en termes de tonnage, et on le verra tout à l'heure. Donc on parlera d'écologie, des pollutions, forcément, d'écologie et aussi d'érosion. Ce qui se passe actuellement dans l'hémisphère nord avec le dégel du permafrost, c'est quelque chose qui est limité par les saules, et les saules sont là pour stabiliser. On verra que le saule, c'est le record d'altitude et de latitude, et c'est un peu eux qui stabilisent les sols. Donc si on a besoin un petit peu de ces sols pour les stabiliser, c'est à eux de le faire, et pourquoi pas. Donc aussi, pourquoi pas dans les jardins. Donc un peu de botanique très légèrement, la pédagogie, les bienfaits du saule. Alors ça sera avec mon regard à moi qui suis un pépiniériste, donc je suis un peu botaniste, mais globalement, pour moi, ce que j'aime chez le saule, ce qui m'y a fait plonger, c'est les bois, les couleurs de bois, et c'est les chatons, parce que c'est joli en hiver. Donc en gros, je suis un jardinier, je vends des plantes, comme Cédric, comme d'autres, et il faut que je séduise avec des couleurs de bois, avec des chatons, voilà. Les chatons, on le verra, évidemment, c'est aussi intéressant pour les abeilles, donc on en parlera un petit peu après, et voilà. Une petite palette de saules, si on peut passer vite, c'est en gros ce qu'on offre à un moment donné quand on mise un peu sur les saules. Allons-y. Donc, un petit rappel donc, pour cette vannerie avec ces paniers mannequins, les paniers des vendanges, qu'on utilisait jusque dans les années 50, qui sont faits d'ailleurs autant avec du saule qu'avec du raffia, en vrai dire, puisque là-dedans on a beaucoup de raffia. Et quand on a abandonné, quand on a perdu un peu pas ce leadership, mais la façon d'utiliser la vannerie d'une façon quotidienne, c'est évidemment à cause du plastique qui est arrivé dans les années 50, à la suite de la Deuxième Guerre, mais aussi parce que le raffia avait été rentré de Cochinchine, de tout ce qu'on pouvait faire du sud-est asiatique, parce que c'était bien le rotin, pardon, pas le raffia. Donc oui, le raffia, ça aurait fait des tout petits paniers très fins quand même. Donc c'était du rotin qu'on faisait, et donc le Feuille Billot a aussi une formation qui est sur le rotin, et donc ils se sont aussi peut-être pas tiré une balle dans le pied, mais il fallait bien un petit peu. Donc globalement le rotin a pris la place du saule, et les vanniers l'ont fait en premier. Alors allons-y. Donc voilà un petit peu pour les tonnages de ce qui était produit en osier. Donc vous voyez que les Ardennes, c'était quand même 2000 tonnes, c'est pas rien. Donc avec l'Aisne qui est pas loin, donc on est vraiment au creux un peu de cette chose-là. La Marne beaucoup moins, puisqu'on a un territoire qui est quand même plutôt sec, avec une plaine calcaire. Donc c'est évidemment lié à des terres lourdes, un climat frais. On retrouve donc la Meurthe-et-Moselle qui est aussi bien placée. Donc globalement, on peut passer un petit peu plus loin. Globalement, toute cette production de vannerie, en grande partie, il y avait les 2 tiers de la production qui était dans le nord-nord-est, qui s'explique au niveau sol et au niveau climatique, forcément. Ce qui peut évidemment évoluer un petit peu actuellement, les sécheresses étant là, pour mémoire et pour vous dire aussi un petit peu, les saules se portent et se sont très bien portés à la suite des 2 hivers, parce qu'on a un sol qui convient très bien. Le saule, le genre Salix, le foyer est plutôt subtropical au départ. Ils n'ont pas perdu ça. Donc globalement, ils sont capables de s'acclimater à des étés un peu plus secs à partir du moment où il y a de la fraîcheur, il y a la fraîcheur quelque part. Donc l'adaptation est bien. Je vous ai dit aussi qu'ils s'adaptent très haut en latitude. Donc en gros, son degré d'adaptation est très important, et c'est encore une plante d'avenir. Allons-y. Donc évidemment, la matière brute à gauche, l'osier qui est là, qui peut être traité de toutes sortes de façons, avec en général nos 5 espèces, on les verra peut-être tout à l'heure, qui ont donné pas mal de ce qu'on pourrait appeler des cultivars, qui sont des races d'osier en fait, et puis la matière finie qui est de l'osier là décortiqué, qui n'est plus tout à fait à la mode. En tout cas, les gens qui veulent faire du beau travail le font maintenant avec de l'osier non décortiqué, qui est bien plus joli, et qui favorise d'ailleurs les couleurs de bois un petit peu différentes. Allons-y. Alors, donc une première partie que j'ai traitée dans le livre, et alors c'est un bouquin qui avait été écrit en 98. On était déjà sur la dépollution, sur toutes ces choses-là, mais ça l'est peut-être encore un petit peu plus. Et globalement, un des intérêts du saule, c'est là travailler dans la Marne, c'est dans le groupe Béguincé, c'est le groupe de sucreries, ou Cristal Union, les deux travaillent un peu dessus. En gros, c'est de remplacer des peupleraies qui ne servent plus forcément à grand-chose, ou qui ne sont pas forcément valorisées parce qu'on a des problèmes de maladie. C'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. On travaille
de dépollution, au travail de valorisation. Donc globalement, à partir de ces endroits qui sont plutôt frais, donc à côté on a une sucrerie donc avec des betteraves qui arrivent régulièrement dans toute la campagne. Donc actuellement, ces betteraves sont lavées avec de la terre qui est forcément assez forte, riche en nitrates. Donc ces nitrates ne sont pas des gros polluants, mais n'empêche qu'on les retrouve sur ces fonds de vallée. Et globalement, l'idée c'est de dire on va étendre ces eaux de lavage de betteraves pour donc arroser déjà ces plants d'osier qui vont pousser et qui vont capter aussi le nitrate. Donc mission accomplie. Les recherches, enfin toutes les capteurs qui ont été mis avec des capteurs piezo pour voir un petit peu si ça passait ou pas, effectivement on se retrouve avec une dépollution qui est assez performante, avec des saules qui ont bien poussé. Après, qu'est-ce qu'on fait de ces saules? Parce qu'évidemment, s'il n'y a que ça, on dit c'est bien, on a dépollué, mais comment on paye? Parce qu'encore une fois, quand on est sur un régime un peu, on va dire l'entreprise privée, mais je pense qu'on est tous sur le même régime, c'est comment on peut valoriser. Donc l'idée, c'est que ce bois va partir sur, on va dire, deux secteurs un peu différents, on va dire des biocomposants. Donc l'idée, c'est d'allonger à partir de la cellulose des produits qui sont d'origine, on va dire, de tout ce qui est plastique et tout ce qui est pétrochimie, soit pour aller être brûlé dans... Puis il y aura une troisième, à vrai dire, une deuxième qui serait pour brûler dans des centrales thermiques. Donc en gros, c'est du carbone, donc ça brûle, ça dégage de l'énergie. Voilà. Et puis aussi une troisième qui serait le mulch ou la récupération de matières organiques pour faire des terreaux, des choses comme ça. Donc globalement, c'est quand même des choses importantes. Le petit souci, c'est qu'effectivement, il faut travailler un peu ces espèces d'aspects de vulgarisation. Et l'idée, c'est de montrer, c'est d'avoir des centrales qui puissent travailler avec ça. Donc, c'est quand même des petites centrales électriques. Et globalement, on n'est encore pas ça. Les grosses centrales ne peuvent pas s'adapter forcément. Donc, c'est encore un petit peu compliqué. Mais il y a je crois qu'il y a une mairie, une assez grande mairie en Bretagne qui tourne maintenant avec ça et qui récupère son sol et qui s'en sort très bien. Donc, il y a aussi des beaux exemples certainement à mettre en œuvre. Voilà, il faut mettre tout ça un peu en route. Voilà. Donc voilà à gauche les boutures qui sont plantées. On a vu tout à l'heure que c'était des grands osiers qui sont coupés. C'est des machines qui sont en général, c'est plutôt les Scandinaves qui sont leaders là-dessus. Donc à gauche, donc, on a des boutures qui sont plantées. Ça c'est quelques mois après, donc au mois d'automne, en automne. Globalement, c'est très satisfaisant en reprise. Là, un des petits soucis, c'est que l'arrosage est plutôt mis en dessous. Donc, c'est des tuyaux qui sont des espèces de tuyaux percés qui irriguent. Et je ne vous dis pas, dans des terres très lourdes, vos tuyaux, quand vous passez avec des tracteurs qui font 5 ou 10 tonnes, au moment de l'arrachage, les tuyaux sont... Donc, du coup, il y a certainement amélioré un petit peu les choses, mais globalement, c'était pas mal. Mais il y a ces petites choses-là à faire. Voilà. Donc, alors maintenant, passons à l'écologie et l'érosion. Donc là, je vous montre une espèce de forêt de baguettes. Encore une fois, l'idée, pour ma première, au début, c'est un petit peu la couleur des baguettes. Donc, on retrouve des jaunes, du rouge, du blanc, du noir. On en voit un petit peu toutes les couleurs. Voilà. Donc, l'érosion, alors, vous connaissez le lac d'Uder, qui est donc à la limite entre Lorraine et ici, Haute-Marne, Marne et Meuse. Donc le lac d'Uder est un lac qui est vidé de temps en temps, et c'est toujours assez joli au moment du vidage du lac de voir un peu ces saules qui sont un petit peu avec ces racines, d'espèces de racines, on ne va pas parler de bayou, mais c'est des choses qui ressemblent un petit peu et qui s'enracinent là et qui sont prêtes à repartir et vont pouvoir s'adapter à des espèces de grandes battances. Et c'est un des intérêts de ces saules, c'est cette faculté avec ces racines à stabiliser et à maintenir. Donc on utilise, donc là c'est pas tout à fait pratiqué mais qu'on a utilisé beaucoup chez les Suisses sur le Rhône, le Rhin, et surtout maintenant de plus en plus chez nous sur le Rhône, tout le long entre Lyon et la haute vallée du Rhône, c'est très très stabilisé. On a beaucoup de travaux paysagers qui ont été faits. Alors je pense qu'on va le voir après. Voilà, donc ça c'est des choses qui ont été faites dans la fin des années 2000, et vous n'y voyez plus rien du tout, hein. Tout ça a été stabilisé. En gros, l'enrochement caillou, c'est bien, c'est costaud, mais la terre s'en va petit à petit, et du coup les roches s'en vont aussi. Juste le stabiliser avec des plantes halophytes ou des plantes de berge, si la puissance est trop forte dès le début, les plantes n'ont pas le temps de s'installer, donc le mixte des deux, et en général, c'est plus satisfaisant. Donc il y a de très gros chantiers qui ont été réalisés et qui sont admirablement réalisés. Voilà, donc il faut savoir faire, il faut trouver des blocs de variétés, et voilà. Allons-y. Donc ça c'est un niveau plus, on va dire, paysager ou ludique. Donc une petite base nautique où des saules ont été tressés. On voit vaguement, je ne sais pas si on voit là, c'est pas drôle.
Oui, non. Bon, c'est pas grave, c'est moi qui l'ai fait passer. Bah, du coup, je sais peut-être le faire passer maintenant. J'avais pas appuyé sur le bon. Donc, c'est à peu près la même chose sur un site qui est beaucoup plus proche de chez nous, le long d'une petite rivière qui donc, se jette dans la Marne à Épernay. Ce sont des talus qui ont été stabilisés, qui en même temps ont été faits avec des rouleaux d'halophyte, c'est-à-dire des rouleaux faits avec des toiles, des tissés biodégradables, dans lesquels on peut mettre des carex, des iris, des tifas, des choses comme ça. Et le saule est là pour avoir ce côté ligneux qui va stabiliser plus vite. Donc là, on a une espèce de petites marches qui ont été façonnées et qui sont, encore une fois, très résistantes dès le début et qui, en fait, s'ensauvagent très rapidement. Et c'est aussi l'intérêt entre ce traitement qui pourrait paraître horticole et botanique. À partir du moment où on suit les bonnes espèces indigènes, c'est quelque chose qui accélère un peu le processus naturel. En fait, j'ai pas su. Voilà, ça c'est le rouge. Voilà. Écologiquement, donc le saule, on va le trouver, je vous l'ai dit un petit peu, très haut en altitude. Le record d'altitude pour le ligneux, c'est le saule qui l'emporte. On va le trouver à peu plus de 6000 mètres dans l'Himalaya. On va le retrouver sur le Svalbard, pratiquement à 700 ou 800 km du pôle Nord. C'est le dernier ligneux qu'on va trouver en altitude. En latitude aussi, donc c'est un peu le record. Donc là, c'est Salix foetida qu'on trouve dans le Grand Paradis à 2008, mais on peut trouver du saule, notamment Herbacea, Reticulata, tous ces petits saules alpins qu'on peut trouver jusqu'à plus de 3000 mètres. Voilà une réponse. Donc le petit saule Salix herbacea, on était encore avec les francs, là, donc c'est un tout petit saule qui en fait fait, en gros est la hauteur d'un thym ou à peine. Alors ce qui est intéressant et ce qui fait perdre un peu la tête, et c'est là où vous sentez que vous devenez salicophile, c'est que ce même petit saule est dans des ambiances ou des endroits qui sont tellement éloigné d'autres voisins que la limite, il n'a aucune concurrence. Le saule est un pionnier, c'est un strict héliophile, hein, donc vous ne verrez jamais un saule en forêt. Les gens de l'ONF ne connaissent pas les saules, pour eux ce ne sont pas des arbres, ce sont des choses qui sont au bord de la forêt, donc c'est toujours des pionniers. Et donc ce saule, on peut le retrouver pratiquement le même, et il y a eu quelques essais qui ont été faits par des Canadiens ou des Américains, je pense que c'est des Canadiens sur les territoires du Nord-Ouest, où ils ont retrouvé chromosomiquement le même saule qui faisait 1 km sur 1 km. C'était le même identifié, il avait rampé. Donc en gros, le plus petit arbre du monde, c'est aussi un saule qui peut faire 100 hectares ou à peu près. Donc voilà, c'est le plus petit et le plus grand à la fois. Ah ben voilà, donc je suis en Alsace. Le Kopfweide, donc c'est quand même le statut de saule tétard, c'est quelque chose qui est privilégié un peu partout. On pense dans les dômes, on pense un petit peu où le tétard est quelque chose d'important. En Alsace, il fait partie un petit peu du patrimoine, et ça c'est intéressant, ne serait-ce que pour expliquer aux enfants. Tout ce patrimoine, c'est aussi un cortège floristique, un cortège faunistique, et c'est un petit monde à part, le saule tétard. Il a tout, alors je ne vais pas vous vous les voyez à peu près, là, vous avez souvent l'herbe à Robert, la morelle, tout un tas de choses qui sont avec, et c'est un petit monde à lui. Ce qui fait un petit peu quelquefois, alors on a passé la mode et heureusement, ce qui a fait un petit amour des saules tétards, c'est qu'il s'est vendu à un moment donné des saules tétards, et les gens en fait, alors les bons pépiniéristes, en tout cas ceux qui étaient un peu compétents et un peu opportunistes aussi, vendaient des espèces de gros plançons qui plantaient, donc les racines faisaient à peu près ce qu'il faut en 1 ou 2 ans, et vendaient un tétard tout fait. Sauf que c'est comme vous vendre un bonsaï qui a 2 ans et qui a l'allure d'un bonsaï de 50 ans. Le tétard, comme le bonsaï, c'est quelque chose d'un peu culturel. Et on peut pas. Enfin, ça me semble un peu une image pas tout à fait juste, ou en tout cas pas tout à fait réaliste, parce que le saule n'a pas du tout l'enracinement qu'il a, forcément. Et donc, ça sont des saules. Alors, je ne suis pas sûr que ça ait bien vieilli, mais globalement, il y a une petite mode à un moment donné où les gens voulaient des tétards, mais des tétards qu'ils achetaient en jardinerie, un peu comme ces grands pieds de vigne qu'on achète qui viennent d'Italie. Alors, l'écologie toujours, d'où viennent les saules? Je vous ai parlé en latitude, des lieux plutôt frais, mais aussi dans les oasis et les oasis froides. En gros, si vous allez à Marrakech, si vous allez au Sahara, vous allez trouver des oasis qui sont faits, je ne vous pose pas la question, vous savez, c'est des palmiers qui sont là, c'est cette famille. Si vous allez dans des déserts froids, si vous avez le bassin du Tarim, vous allez dans le Taklamakan, vous allez dans le désert de Gobi, ou là simplement en Arménie, si vous n'avez pas de palmiers,
il fait trop froid, c'est même actuellement ici encore des moins 15, moins 20. Donc ce qui fait le boulot à la place du palmier, pour aller chercher l'eau au fond, c'est les salicacées, c'est les saules et les peupliers. Et quand vous descendez sur ces espèces d'oueds un petit peu, c'est toujours la même famille, les salicacées qui font le boulot, qui vont chercher l'eau. Donc encore une fois, culturellement, de la même façon que le bambou pour les régions du sud-est asiatique, on va dire l'eucalyptus pour la Tasmanie et en gros l'Océanie, le saule est aussi quelque chose qui, dans l'hémisphère nord, est important et soumis. Alors c'est un peu l'arbre, le chêne est un peu le haut du panier, mais le saule est le bas. Et pour les Celtes, le saule comme le chêne, c'est des plantes qui sont, encore une fois, le saule c'est le pionnier, c'est l'éclaireur, c'est la main-d'œuvre. D'ailleurs, on ne dit pas de l'osier, on dit de la bonne osier, pour vous dire que c'est du quotidien, c'est un peu du féminin, ça sert à tout. Et globalement, l'idée de ce saule, c'est que voilà, on a quelque chose qui est du quotidien, qui fait partie de notre vie, et qu'on a un peu oublié parce que, c'est pas un arbre de collection. Et puis, alors, un petit peu de botanique avec les deux ancêtres, puisqu'en fait, ça a un peu changé, parce que 98, les salicacées n'avaient pas pris une partie d'un certain nombre d'autres plantes qui sont arrivées dessus et que j'ai un peu oublié. Mais globalement, il y a deux autres genres qui sont très proches du saule. Il y a Toisouzou et Chausénia, qui sont en fait regroupés dans les salix maintenant. Encore une fois, il y a pas mal de salicacées qui ont intégré. Alors, si des botanistes peuvent m'aider un petit peu, quelles nouvelles salicacées qui sont arrivées? Des choses qui étaient dans un genre. Voilà, les flacourtiacées. Voilà. Alors, donc les plantes sont dioïques, donc avec fleurs mâles, fleurs femelles. Donc le chaton mâle, évidemment, vous le voyez à gauche avec son petit filet, il étamine en général deux anthères, sauf que vous avez 3 triandras, 5 pentandras, donc vous avez Salix triandra, Salix pentandra, mais la grande partie sont plutôt à deux sacs polliniques. Et puis à gauche, donc le pistil, stigmate, voilà, donc en gros, pied l'un ou l'autre. On va le voir un petit peu plus tard, c'est exceptionnel. Donc voilà, on retrouve un petit peu quelques photos. Le premier, donc évidemment mâle, deuxième stigmate, pistil. Après, on a aussi le 25, c'est des mâles, donc là, un triandra. Donc la beauté des chatons, c'est un peu ce qui m'a attiré en premier et c'est aussi un rôle important pour les abeilles, notamment avec le marceau qui est quand même le premier saule à fleurir ou quasiment, en tout cas indigène, même si on a des Chinois qui sont un peu plus rapides, et puis avec le noisetier et avec le cornouiller mâle qui sont les 3 plantes qui vont nourrir les abeilles et faire plaisir aux apiculteurs. Donc les femelles, donc là on voit des pistils de la guérie. Et puis quelques exceptions, et je confirme à tout prix une chose sur les collections. L'intérêt des collections, c'est de regrouper des plantes et de dire ça c'est différent, et puis ça c'est la même chose. Et quelquefois on a 3 plantes différentes, c'est la même chose, et les collections sont vraiment intéressantes pour ça. Et ça par contre, on a 2 noms ou 3 origines qui donnent, alors, comme les cotonastères qui sont les mêmes, mais qui sont différentes, et c'est intéressant d'avoir les collections, même si c'est qu'un travail d'observation, c'est intéressant. Un petit clin d'œil donc à M. Zeller et à Frédéric Tourné à Strasbourg. Les rôles de collection, c'est que moi j'ai commandé des cotonastères, ou plutôt des graines. J'ai fait une petite collection que je voulais adapter. Et Olivier Philippi, que vous connaissez tous, a été intéressé. Et du coup, moi je lui ai rétrocédé des choses, les graines que j'ai semées, parce qu'à Montpellier, il n'avait pas la vernalisation nécessaire. Et je lui ai donné pour qu'il fasse des tests sur des rusticités par rapport au sec. Donc voilà. Comme quoi, les collections marchent bien. Alors, je vais un peu plus vite. Donc, l'atelier bouturage, ça, c'est pour les petits parce que c'est un arbre magique qui bouture tout seul. Donc, c'est intéressant de montrer ça aux enfants. Le tressage qui a été un peu à la mode et qui, peut-être tant mieux, a été un peu oublié parce que c'est un phénomène qui a été peut-être trop utilisé, surtout pas tout à fait toujours respectueux des endroits et surtout des lieux où les plantes souffraient de soif très rapidement. Donc, ces boutures, évidemment, ont besoin d'eau la première année. Donc ça, c'est un petit événement qu'on a amené de temps en temps, une fois par an, qu'on appelait Solitude. Évidemment, donc nos collections, c'est entre 3 et 400. Alors, je vais dire accession, effectivement. Jusque-là, je disais taxon, mais je vais dire accession. Donc, avec un certain nombre de choses, dans des récoltes pas forcément très exotiques, on n'a pas été chercher très loin, mais 350 espèces avec une capacité d'hybridation qui est presque possible entre chaque. Ça fait 350 puissance 349. Je ne vous dis pas le nombre de possibilités. Donc, globalement, à chaque fois qu'on tourne un petit peu, je regarde les bois, les couleurs, les feuilles, je ramène des boutures. Donc, j'ai un certain nombre de choses indigènes qui sont différentes.
Donc les échanges, on en a un petit peu parlé. On a beaucoup échangé avec les Tchèques, avec lesquels on partage pas mal de goûts. Alors pour mémoire, j'ai une collection de saules, j'ai une collection de spirés qui est aussi au meilleur niveau français, si ce n'est européen. Et puis j'ai deux autres collections. J'avais les Caragana, que j'ai un petit peu abandonné, ou plutôt qui m'ont abandonné. Et puis les saxifrages à feuilles, ce qu'on appelle les incrustations, les saxifrages paniculata, que j'ai toujours gardés et qui sont maintenant à 1000 mètres en Haute-Savoie. Alors, je veux passer aussi sur la tétraploïdie, la diploïdie, c'est aussi sur les saules, c'est quelque chose qui est efficient et qui permet d'avoir d'ailleurs des hybrides possibles en sachant ça, c'est 2N, 4N. On peut avoir quand même des choses qui s'hybrident très bien et d'autres moins bien. Encore une fois, c'est assez compliqué. Voilà donc l'apiculture, donc plutôt au pollen, donc plutôt aux fleurs mâles. On n'oublie pas quand même en bas à droite que les fleurs femelles ont du nectar, donc les abeilles sont aussi intéressées. Alors, donc, je vais passer très vite, mais globalement, ça parle de l'acide salicylique, autrement dit de l'aspirine. Alors, sachez quand même que l'aspirine a été donnée par rapport à l'aspiré et que j'ai les deux collections pour vous guérir la migraine, si jamais après vous avez un peu marre de mon discours. Alors, pourquoi l'aspiré? En fait, c'était pas de l'aspiré, c'était de la filipendule. Donc, on ne dirait plus maintenant l'aspirine, on dirait la filipenduline, mais Bayer n'a pas choisi ce nom. Salix, toujours donc, dans les beaux, Nezunéko. Alors ça, Nezunéko, c'est peut-être d'ailleurs plutôt Mezunéko, c'est du japonais. Arrivé chez nous, alors là, au niveau de traçabilité, c'est compliqué. C'est vrai qu'on sait que c'est du japonais. Globalement, on n'est pas arrivé à retrouver la traçabilité. On a une pépinière qui vient de Haute-Saône, et après, on ne sait pas d'où la pépinière. Voilà, donc c'est quelque chose qui est arrivé. Voilà. Donc avec un très gros chaton genre Marceau. Irorata, qui est un sud-ouest américain, plutôt amateur de sec. L'Anata, que vous connaissez peut-être un petit peu, très très rare chez nous, puisque c'est plutôt un arctique. Lindleyana, donc un Himalayen. Gracilella melanostakis, qui a été très à la mode, qui est encore une bonne vente, puisqu'il est rouge et noir. Micrugosa, qui n'a encore une fois un nom qui ne veut rien dire, mais on le garde avec ce nom-là. Voilà. Miyabena, qui est rigolo, il y a comme des chenilles. D'autres chatons mâles. Starkiana, qui n'est pas le bon non plus. Zilberglanz, qui est un caprea. Là aussi, nos collections, même si on n'a pas forcément tous les ouvrages de botanique, l'intérêt, c'est quand même de valider ou pas des noms. Et ça peut être intéressant quand nous, les gens nous demandent un petit peu, ça vous connaissez, non, ça, c'est pas un bon nom et ça n'existe pas. Helvetica, que vous connaissez, le saule de Suisse, plutôt alors un des rares qui craignent le calcaire, puisque mon deuxième travail, le travail de fond, c'est quand même les plantes de terrain calcaire, chez nous en Champagne, donc celui-là va pas bien. Gracilella, qui est très joli. Donc Corianagi, évidemment, japonais. Rarusmiti aussi. On a le saule couvre toute depuis la Bretagne depuis Brest jusqu'à Brest-Litovsk. En gros, c'est tout l'hémisphère nord. Il y a la fête des plantes, la fête des saules en Russie, pas en Suède aussi, en Écosse. Donc voilà, le saule est quelque chose de vraiment important culturellement. Les bois, les couleurs, donc bois rouge, le bois noir de Myrcinifolia. Il y a des blancs, il y a du jaune, Medvedevi avec ses écorces qui se desquament. Les jeunes feuillages sont très intéressants et ça, les paysagistes commencent à ou à découvrir. On a des très beaux jeunes feuillages qui sont vraiment intéressants. Des feuillages variés aussi, Longifolia, le petit saule, ce qu'on appelle le saule de Napoléon, en bas à droite. Magnifica, qui est un des saules les plus demandés et un des plus compliqués. Alors, j'aime beaucoup Magnifica, mais ça m'énerve un petit peu parce que ça fait 3 fois que je le plante dans le jardin. Je le garde très peu de temps, alors qu'il est à Berlin, par exemple, qui pousse bien. Il y en a un autre qui m'énerve encore plus, c'est le Salix, le saule crevette. C'est parce que ça a été une vente phénoménale et celui-là ne pousse pas dans le jardin. En gros, ceux que vous voulez, ou ceux que nos clients veulent en tout cas, c'est ceux qui ne poussent pas. Mais ça, c'est comme le bonheur, quand on l'a, on n'en rêve plus. Les feuillages juvéniles, je continue. Donc, par exemple, à gauche, Salix pirifolia en feuillage juvénile et à droite en feuillage développé, comme quoi un herbier, notamment un herbier de feuilles, s'il n'est pas fait au bon moment, ne veut rien dire. Donc, les herbiers, d'ailleurs, la classification des saules et maintenant de beaucoup de plantes reprend les feuillages plutôt que de se baser sur les fleurs. On essaye de voir tout, après la molécule, dans tout ce qu'on veut, les chromosomes, mais voilà, c'est important les feuillages aussi. Salix lanata, donc qui est joli. Farghesi, alors avec les 3 plus demandés, qu'on nous demande toujours, Farghesi, Mupinensis et Magnifica. Voilà.
Alors adaptation, je passe très vite. À gauche, avec un peu de poils et tout ce qu'il faut pour lutter un peu contre le froid, les nuits en tout cas. Et en été, vous avez Salix reticulata qui a sa livraison d'été. Il n'a plus besoin de ses poils, il a développé son feuillage. Il pleut, il se développe et tout. Quelques feuillages pris dans le jardin de la Prelle. Bois et feuillage. Le grand Salix alba argentea ou saule blanc royal aussi. Le reticulata, on voit que les pores sont quand même assez variés. On a beaucoup de petits saules alpins arctiques et encore une fois, je me représente aussi en tant que président de la SAJA. Moi j'aime beaucoup les petites plantes alpines rampantes et toutes ces choses-là. Donc vous voyez des pores différents. Cashmeriana qui encore une fois botaniquement n'a pas de valeur, mais tant que je n'ai pas de nom, je garde ces choses-là en disant voilà, le nom n'est pas bon, mais c'est ça que j'ai et je peux dire d'où ça vient. Donc c'est encore une fois la traçabilité qui est importante. Fragilis bullata qui est tout en boule. Donc les saules pleureurs ou affiliés, les tortueux, donc il y en a 4 ou 5 au moins. J'avance. Donc le saule tressé, je vous en ai parlé un tout petit peu à gauche. Voilà. En bas à gauche, on a fait quelques petits voyages botaniques aussi, notamment au Kyrgyzstan. C'est à peu près c'est la seule chose qui pouvait ressembler à de l'art du jardin correspondant à nous, c'était justement une haie de saule. Et j'étais très fier. Ça supérait des champs de pommes de terre, de haricots, de choses comme ça. Mais voilà, il y avait une petite haie de saule et on se disait, voilà, il est en train de clore son jardin. Et puis donc il y a évidemment les choses un peu plus land art ou un peu de sculpture artiste en bas à droite de Laurent Weiss. L'école tchèque, alors je passe vite parce qu'encore une fois on a beaucoup échangé, on a beaucoup de points communs avec ces jardins. Voilà, les tendances un petit peu feuillage et graminées. L'art des jardins en Champagne, donc du saule tressé, tout en plessis ou après en maintien de talus. Voilà, des choses plus exigeantes, on va dire moins écologiques, dans le sens où ces saules-là tressés en sec nécessitent évidemment peu d'entretien, puisque le saule va se biodégrader évidemment très vite aussi. Et puis je crois que c'est quasiment la fin, donc un peu de poésie, et voilà, j'ai fini, merci.